Pour l'entrevue matinale de 8 heures, juste laisser le temps aux gens de rentrer. Qu'est-ce que je vais vous parler? C'est que demain, on reçoit Martin Lavoie, qui est le samedi des présidents, qui a une entreprise en embauche de IT qui va être avec nous demain. Fait que le dimanche, on a une naturopathe qui s'appelle Frédéric Raymond qui va être avec nous. Comme vous le savez, le samedi, c'est le samedi des présidents. Et le dimanche, qu'est-ce qu'on fait? On jase santé, on jase autre chose que l'immobilier. Lundi, Maître Luc Audet va être avec nous. 3 clauses les plus importantes en partenariat que vous devriez savoir. Fait que c'est ça qu'on voit lundi. Mercredi, il y a le programme de coaching double qui part. On a un nouveau groupe qui part mercredi. Fait que c'est de 13h à 20h. Manquez pas ça. Vous allez avoir la chance de l'avoir en virtuel. Fait qu'on a plein de gens d'un peu partout à travers le Québec. Chibougamau, on a même de Val-d'Or qui suivent le cours. C'est ça l'avantage du virtuel. Fait que aussitôt qu'on a la chance de redécoller en personne, on va être capable de le faire. Mais pour l'instant, on n'est pas capable. C'est qu'on y va en virtuel. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Francis Lavoie. Bonjour, Francis. Ça va bien? Salut, ça va super bien, toi? Ben oui, ça va très bien. Francis, Excellent. c'est un fonceur de nature. Ça fait plusieurs années que je te connais, que je te suis. J'ai même on a même utilisé une de tes courtières, Isabelle, pour acheter Hey. la maison de ma fille. Là. Hey, ça fait plusieurs années, ça, 3-4 ans à peu près. À Fait peu que près, ouais. je connais tes services. C'est que aujourd'hui, je veux jaser pas des services de Francis, mais qui est Mhm. Francis Lavoie exactement? Fait que tu Ça va viens être de le où, fun, ça va être Francis? différent, ça. Ça va être différent. Écoute, Ouais, ça va je être viens de où? que faire C'est un comme ça autre. qu'on commence. Puis aujourd'hui, on devrait avoir beaucoup de monde qui va être avec nous autres. Tu vois, j'ai Super. des gens qui reviennent souvent nous voir. Kevin, Jonathan, André, Moïse, José, qui sont avec nous autres. Et on permet aux gens de poser des questions. Fait que ça peut arriver, je t'interromps à un moment donné, que je vais Mhm. te poser des questions et je reviens avec toi. Fait que tu Avec viens plaisir. de où, Francis? Qui tu es? Écoute, ben, qui je suis? Écoute, je viens de où? Je suis un petit gars qui est né à Vancouver, imagine-toi donc. Donc, Ben voyons un petit donc. gars, un petit gars québécois, de père et de mère québécois, mais que ça a donné qu'il travaillait à Vancouver. Donc, je suis né là-bas, mais revenu vite ici à 2 ans au Québec. Donc, je viens d'ici. J'ai grandi ici toute ma vie. Et puis, j'ai décidé tranquillement de me diriger dans l'immobilier, mais ça a été un parcours très. C'était pas un parcours attendu, mettons. Ça, ça OK. s'est ça s'est passé de différentes façons. Fait que tu as suivi quelle Donc, formation au secondaire, cégep, université? ben, en fait, à ces âges-là, c'est sûr que, bon, comme tout le monde, on ne sait pas trop ce qu'on s'en va dans la vie. Oui. Mais ce qui m'a vraiment allumé dans la réussite de façon générale, là, si je peux dire, au niveau de réussir dans la vie et de réaliser que c'était possible de changer sa vie par soi-même, c'était le marketing de réseau. Donc, il y en a plusieurs qui ont dû le vivre. Il y a eu Excel qui est venu à moi au cégep. Il y a quelqu'un qui m'a présenté cette opportunité-là. Puis c'est là que j'ai vu des gens, des jeunes, dont un de 21 ans qui se promenait en BMW. Je me disais, waouh, OK, c'est possible de prendre le contrôle de sa vie puis de réussir financièrement en apportant les bonnes actions. Donc, c'est sûr que les formations, je pense que tu sais à quel point ça peut avoir un impact Oui, majeur dans la oui, vie de oui. quelqu'un. Oui. Donc, moi, c'est ça qui m'a allumé, ces formations-là. J'ai pas fait beaucoup d'argent dans le marketing de réseau, mais j'ai appris beaucoup. Puis c'est ce qui m'a permis justement de dire, OK, c'est possible de réussir, c'est possible de prendre sa vie en main et de la changer et de l'améliorer. Donc, c'est vraiment là où ma vie a pris un autre tournant. C'est quoi les formations qu'un marketing de réseau offre dans ce temps-là? Ça fait quand même quelques années. Oui, ben, je te dirais que principalement, c'est sûr que il y a des formations plus sur le comment, comment recruter, comment Mhm. bâtir une équipe, comment devenir Mhm. un bon leader. Mais ce qui m'a le plus touché, c'était vraiment les formations reliées au mindset. Ah, Puis oui. les formations reliées au mindset m'ont apporté vers lire des livres. Et bien sûr, c'est ce qui m'a amené à l'immobilier parce que j'ai commencé à lire des livres extrêmement inspirants comme Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. J'ai Oui. lu comment acheter des propriétés avec zéro comptant. Puis là, j'ai réalisé que, wow, l'investissement, ce serait quelque chose qui serait extraordinaire.
Mais je ne savais pas comment j'allais me rendre là. Fait que tranquillement, je regardais comment démarrer une entreprise. Donc, j'ai décidé d'aller étudier au HEC. Étudier au HEC en création d'entreprise par certificat. Et puis, j'ai réussi à aller chercher un certain nombre de connaissances intéressantes avec le HEC, mais je ne l'ai pas terminé parce qu'au même moment, imagine-toi donc, en 2003 à ce moment-là, puis il nous disait que le cours de courtier immobilier allait changer. Donc, moi, j'ai dit, je vais aller faire le cours de courtier, je veux devenir courtier parce que je veux m'y connaître plus sur l'investissement immobilier. Au départ, je ne pensais pas que ça serait une carrière. Je ne pensais pas que je deviendrais courtier officiellement à temps plein. Moi, je pensais d'être seulement un investisseur, mais le courtage m'a allumé de cette façon-là. Puis là, ben, comme le cours allait changer, j'ai été le faire immédiatement pour pouvoir devenir courtier immobilier et me lancer là-dedans. OK. Puis j'ai une question pour les gens qui nous écoutent. Oui. Francis a parlé d'un livre qui l'a marqué au départ de sa carrière. Avez-vous un livre qui vous a marqué aux gens, les auditeurs qui sont là avec nous autres, qui vous a marqué et que vous voudriez en parler? Puis même si c'est le livre Père riche, Père pauvre, ou si c'est un des miens aussi, vous avez le droit, là. Hey, savez-vous quoi? Il est rendu où? Le 14 mai, je lance mon 9e livre, La liberté financière, une porte à la fois. Et avec le temps du COVID, qu'est-ce qu'on a décidé présentement? C'est qu'on ne peut plus réimprimer. Fait qu'on on a commandé une partie au mois de février avant que ça arrive. Une chance qu'on avait commandé ça. Et là, maintenant, on prend les réservations pour les livres. Je vais vous mettre le lien dans le titre de l'entrevue. Fait que si vous avez un livre qui vous a marqué, j'aimerais ça le voir. On a Stéphane qui nous dit le cadran du cash flow. C'est de Robert Kiyosaki aussi. Et je vais laisser les gens faire entrer leurs livres et après ça, on va revenir, Francis, là-dessus. Fait que toi, t'es parti comme courtier immobilier et t'as lâché le HEC, t'as embarqué comme courtier immobilier. Comment ont été les premières années? Bien, c'est sûr qu'au départ, bon, j'avais lâché quelques cours. Je me disais, on va continuer ça, on va terminer ça à temps partiel, mais finalement, ça a démarré très rapidement. Ma première année, c'était en 2004. Et puis, l'immobilier allait extrêmement bien à ce moment-là. C'était des bonnes années, un petit peu comme ce qu'on vient de vivre dans les 2 dernières années. Donc, ça a démarré très rapidement. Et puis, j'ai carrément lâché, puis je suis parti à temps plein. Puis, une des choses que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je suis, tu sais, il y a des gens qui sont fans de Britney Spears, il y a des gens qui sont fans de plusieurs artistes. Moi, je suis un fan de Anthony Robbins. Okay? Et puis, Anthony Robbins, lui, ce qu'il dit, c'est que c'est important, tu sais, si tu veux compresser des dizaines d'années de réussite, mais tu veux réussir à le faire en moins de temps, mais il faut modéliser. Il faut modéliser les gens à succès qui l'ont déjà fait avant toi. Puis dans le courtage immobilier, ben, on avait cette chance-là d'avoir des gens qui avaient déjà plusieurs années d'expérience. C'était pas une nouvelle profession. Fait que j'ai vu des gens qui réussissaient extrêmement bien. J'en ai vu d'autres qui réussissaient pas du tout. J'ai vu aussi des gens qui, malheureusement, faisaient beaucoup de transactions, donc faisaient beaucoup d'argent, mais qui n'avaient pas de vie non plus. Donc, qui ne réussissaient pas bien leur vie. Donc, c'est là où ça a été intéressant de voir toutes les différentes possibilités qui s'offraient à moi dans le courtage immobilier, comme dans n'importe quelle autre industrie d'ailleurs. Et puis, j'ai passé beaucoup de temps, je trouvais la façon d'aller luncher avec les meilleurs pour apprendre, puis de justement apprendre sur la profession pour pouvoir m'améliorer, puis réussir à pas faire les mêmes erreurs qu'eux avaient fait pour pouvoir se rendre plus vite au résultat. Est-ce que les autres courtiers étaient ouverts à des lunchs, à partager leur expérience? Oui, absolument. Ah oui? Là-dessus, j'ai été agréablement surpris de ça. C'est sûr que quand on commence, on est moins une menace que quand on grossit la clientèle. Donc, au départ, les gens aiment aider les jeunes nouveaux. Fait que ça allait très, très bien. Mais je te dirais que la plus grande difficulté, c'est que je me suis rendu compte à un moment donné que je n'étais pas satisfait de ce que je voyais ici. J'étais obligé d'aller ailleurs. Donc, j'ai voyagé énormément, 3-4 fois par année en Californie, en Floride, en Ontario. On était un petit peu partout en Amérique du Nord pour voir encore plus loin ce qui se faisait de mieux, puis ce qui était avant-gardiste pour pouvoir réussir à amener au Québec des nouvelles stratégies, des nouvelles façons de faire, autant au niveau du marketing qu'au niveau de la gestion d'une équipe, pour faire en sorte, encore une fois, de développer ça d'une façon différente des autres. À chaque année, tu faisais 2-3 voyages aux États-Unis pour apprendre des formations. Tu as dû suivre les formations. C'est-tu Proctor qui s'appelle un des courtiers très, très, très populaires qui fait de la formation? Excellent. Lui, c'en est un que je suis encore d'ailleurs. Ah oui, tu es encore avec lui. Il faut tout le temps s'améliorer. Hein. Moi, j'ai investi entre 15 à 20 000 par année de formation.
Puis, tu vois, au mois de février, juste avant le COVID, j'étais à Las Vegas, suivre une formation. J'y retourne. J'y retourne. On était supposé y retourner, mais là, Ça reste à voir. Ça reste à voir exactement qu'est-ce qu'il y en Non, est. c'est sûr que là-dessus, tu sais, quand tu parles de formation, souvent, c'est la plus grande erreur que moi, je remarque autour de moi. C'est l'étape où ce que les gens disent, OK, là, je sais tout. Je n'ai plus besoin. Je suis correct. Tu sais. Ben, c'est là que tu fais un plateau puis tu comprends pas pourquoi. Tu sais, c'est là que tout arrête de grandir. Tu sais. Si on veut grandir, si on veut aller plus loin, on a toujours quelque chose à apprendre. Ça, c'est clair. Ah, c'est tellement bien dit. Ça, je pense qu'on va te citer, Francis. On a Normand qui dit l'éveil de la puissance intérieure d'Anthony Robbins. Oui. On a Rome qui dit 100 techniques pour réussir en immobilier et les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Dominique, l'indépendance financière grâce à l'immobilier. On a Père riche. Leader est last aussi de Simon Sinek. Je connais pas celui-là. L'autoroute du millionnaire. Start with Why de Simon Sénécal. Il y a plein de livres que je connais pas. Never Quit the Difference. Père riche, The Compound Effect of Darren de Darren Hardy. C'est super, mais merci beaucoup d'avoir répondu. Un autre puissant, Napoléon Hill aussi, qui Oui, a mentionné, qui oui. est très, très bon. Réfléchissez Très de vrai. riche. Hey, ton équipe est rendue à combien de courtiers que tu as présentement? Écoute, nous, dans le fond, on avait commencé là, avec tout ce que j'ai fait du départ, c'était chez Remax. 2016, on est nommé la meilleure équipe de toute la province chez Remax, avec Wow! 7-8 courtiers dans l'équipe, à peu près à ce moment-là, peut-être une dizaine. Et puis, on est vraiment content de ça, mais on se dit, wow, on se démarque de toutes les autres équipes. Donc, ce qu'on a fait de différent, ce qu'on a été chercher ailleurs, puis qu'on a amené au Québec, bien, on a réussi à démontrer, dans le fond, que ça fonctionnait parce qu'on a réussi à faire mieux que toutes les autres équipes de la province. Mais ce qu'on s'est dit à ce moment-là, c'est, hey, tu sais, le prêt de 300 000 par année qu'on paye à Remax, on pourrait peut-être l'utiliser en budget marketing pour nos propriétés, pour réussir à aller chercher encore plus d'acheteurs sur nos propriétés pour les vendre plus vite, pour les vendre plus cher, que nos clients soient contents, qu'on puisse réussir à avoir encore plus de clientèle. Fait que janvier 2018, on décolle l'agence immobilière, puis on devient indépendant. Donc, on n'est plus relié à aucune autre bannière. Ça s'appelle Groupe Lavoie, agence immobilière. Et pour répondre à ta question, en ce moment, on est rendu au total avec les adjointes, les gens qui sont au service à la clientèle et les courtiers, un total de 35. Fait que là-dessus, on tire ça quand même serré parce qu'au volume d'affaires qu'on fait, il y en a qui ont besoin de 200-300 courtiers pour le faire. Nous, on le fait avec 14 courtiers sur la route. Fait que c'est tous des courtiers qui sont très, très performants, mais qui sont aidés avec une aide administrative à l'arrière qui permet de déléguer toutes les choses qui n'ont pas besoin de l'expertise d'un courtier pour faire. Ouais. De cette façon-là, ben, ça permet que le client il est beaucoup mieux servi. Le courtier peut faire plus de transactions, peut avoir une meilleure qualité de vie, mais le client est mieux servi aussi parce que le courtier est concentré à faire juste la partie la plus importante qui est tout ce qui est relié avec le contact avec le client, c'est-à-dire les visites, les négociations d'offres d'achat, la recherche de la bonne propriété pour eux, s'occuper de la vente de la propriété, l'évaluation, bien négocier. Donc, tous les aspects contact client sont faits quand on a vraiment besoin de l'expertise du courtier. Puis quand on parle plus de compléter le dossier, la paperasse salariale, on s'assure d'avoir quelqu'un qui est à temps plein. La paperasse, les taxes municipales, les taxes scolaires, fait que c'est les adjoints qui s'occupent d'aller chercher ça avec. Hey, c'est super ça. Fait que tu perds pas de temps avec les courtiers, puis les courtiers doivent aimer beaucoup plus aller rencontrer des clients qu'aller faire de la paperasse salariale. Hein? C'est pas des gens normalement qui aiment beaucoup. Ça permet justement aux courtiers d'être plus performants. Ça permet de faire ce qu'ils aiment le mieux. Tu sais, souvent, les courtiers disent, écoute, ça, c'est la job plate que je suis obligé de faire pour pouvoir, par la suite, faire ce que j'aime. Oui. Mais de s'occuper de la paperasse et tout ça, normalement, ben, c'est sûr qu'on a quelqu'un qui va être expert là-dedans, qui va être beaucoup plus efficace pour faire les suivis avec les arpenteurs, les notaires, les banques. C'est tout fait directement du bureau. C'est beaucoup mieux fait de cette façon. J'ai manqué quelque chose tantôt, Francis. Pourquoi l'immobilier? Pourquoi tu as décidé de partir et t'en aller en immobilier? Écoute, c'est sûr que, comme je te disais au début tantôt, le fait de lire des livres inspirants, puis de voir que c'était possible de créer un revenu par l'investissement immobilier. Moi, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Je me disais, wow, un jour, je vais être libre financièrement. Je veux pouvoir avoir la chance que les revenus de mes immeubles puissent payer pour mon style de vie. C'est la définition même de la liberté financière pour moi et pour la majorité des gens aussi, c'est de dire qu'un jour, les revenus de mes investissements soient suffisants pour que j'ai plus besoin d'avoir un travail actif pour payer mes dépenses personnelles au quotidien.
C'est vraiment ça qui m'a allumé. Puis cette idée-là, ce concept-là reste toujours dans ma tête. Puis c'est là-dessus qu'on avance. Mais justement, ça m'a fait bifurquer dans le courtage immobilier. Puis à partir de ce moment-là, j'ai juste trouvé une passion extraordinaire de dire, wow, OK, on peut bâtir quelque chose de grand ici aussi. On peut avoir une belle entreprise active qui génère un revenu actif qui peut permettre aussi d'avancer vers les investissements immobiliers, puis de connecter avec plein d'investisseurs aussi, puis de faire justement de pouvoir aller plus loin avec ça. Ça, c'est très, très important. On est rendu à la période des questions, fait que les auditeurs, si vous avez des questions pour Francis, c'est le temps de les poser. On embarque dans cette période-ci. Francis, moi, je n'ai une pour toi, une question. Comment ça se passe sur le plancher des vaches présentement avec le courtage immobilier? Écoute, c'était tout un défi. À tous les jours, vous le savez, on avait tout le temps des nouvelles qui arrivaient du gouvernement. Tout changeait de jour en jour. Fait qu'il y a eu des moments extrêmement stressants, extrêmement difficiles. Mais on a gardé le cap parce qu'on a une équipe extraordinaire. Fait qu'on a des courtiers que tous de la maison ils ont resté actifs. On a aussi une équipe qui était là pour faire tous les suivis sur nos prospects potentiels. Et d'ailleurs, ça a tellement bien été qu'en ce moment, je ne cache pas que je suis à la recherche de 5 courtiers additionnels pour l'équipe. On a booké en moyenne 40 nouveaux rendez-vous à 50 nouveaux rendez-vous par semaine durant le temps du COVID. Wow! Parce que les gens sont à la maison et on leur offre de faire un rendez-vous en ligne comme on fait en ce moment, toi et moi. Les gens adoraient ça. On a pris le temps de soit faire l'évaluation de leur propriété, donc ils nous faisaient visiter leur propriété en FaceTime et on est en mesure de pouvoir inscrire leur propriété en ligne. Ou pour ceux qui voulaient acheter, on prenait le temps de bien comprendre leurs besoins pour pouvoir passer à l'action puis commencer tout de suite à leur envoyer des propriétés. Par contre, c'est sûr qu'il y avait un problème majeur dans le mois d'avril pour tous ces clients-là, c'est qu'il y a eu une baisse de l'inventaire. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, moi, je ne veux pas mettre ma maison à vendre maintenant, tout est arrêté. Puis ça, ça crée un problème majeur parce qu'il y a plein d'acheteurs potentiels qui cherchent des propriétés, mais qui sont pris et qui ne peuvent pas acheter simplement parce qu'il n'y a pas de maison à vendre. Ces maisons-là existent. Il y a plein de vendeurs qui veulent vendre, mais ils ne les mettent pas sur le marché, de peur, eux aussi, de ne pas trouver. Fait qu'on se retrouve dans un cercle vicieux qui est interminable de gens qui ne mettent pas à vendre parce qu'ils n'ont pas trouvé, mais les gens n'ont pas trouvé parce que les autres ne mettent pas à vendre. C'était incroyable. Je suivais stomtris.ca à chaque matin. Tabarouette, ça descendait de 2-3 ans par matin. Il y en manquait tout le temps. Puis rappelle-toi, il me semble, c'est l'année dernière, on était à peu près à 92 000 maisons en vente sur Stomtris. L'année d'avant, on était au-dessus de 100 000 ou peut-être 2017. Puis là, un matin, dans le temps qu'on regarde ça, on va aller voir combien il y a de maisons à vendre. Ça diminue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donnez-moi 30 secondes. Je pense qu'on parle on a passé en bas du 65 000. On est à 64 893. Ça commence à être le temps qu'il y ait des nouveaux listings qui arrivent. Vraiment, vraiment. Puis là, vous autres, vous êtes encore arrêtés? Comment ça se passe avec vous, avec le... écoute, là, on a eu une super bonne nouvelle hier. Officiellement, le courtage immobilier redémarre lundi. Donc, depuis le 20 avril, les visites avaient déjà recommencé pour certaines situations. Ce n'était pas une transaction prioritaire. Les gens qui devaient absolument déménager avant le 31 juillet, c'était possible de visiter, mais on pouvait juste visiter les propriétés qui avaient été inscrites avant le 20 avril. Donc, toutes les nouvelles propriétés, on ne peut pas les visiter, mais à partir de lundi, ça va être possible de le faire. Donc, quiconque qui est à la recherche d'une propriété peut commencer ses démarches dès maintenant et faire des offres d'achat conditionnelles à la visite jusqu'à lundi. Mais à partir de lundi, on va pouvoir visiter ces propriétés. Et Marc Gaudin qui demande, est-ce que ça s'applique aussi pour le multilogement? Bonne question. D'après moi, oui, parce que dans le décret ministériel, on parle de courtier immobilier, arpenteur, évaluateur, qui est tout réouvert. Mais on n'a pas eu beaucoup de détails. Hein. La nouvelle est rentrée hier. On a juste eu un courriel comme quoi les activités reprenaient et que les limitations que nous avions depuis le 20 avril ne seront plus applicables à partir de demain. Mais on n'a pas eu plus de détails que ça pour l'instant. Fait que c'est difficile un petit peu. Par contre, toutes les mesures de sécurité demeurent. On avait déjà un protocole à respecter pour les visites et toutes les étapes de ce protocole-là vont demeurer. On va continuer à devoir faire signer des déclarations aux clients et ainsi de suite. Il y a plusieurs étapes à suivre au niveau de la sécurité. Fait que ça va demeurer.
Mais d'après moi, le multilogement aussi redémarre, mais j'ai pas eu cette précision-là. OK, ça va. Dans les prochains jours, on va le voir, puis peut-être que demain, j'en parlerai à mon live de 8 heures. On a même qui demande à quel endroit tu opères, Francis? Ben, en fait, comme on est une équipe, on a un secteur qui est assez large puis qui est de plus en plus large d'année en année. Donc, notre bureau est situé sur la rive sud, il est situé à Saint-Constant. OK. Par contre, des transactions, quand on regarde au travers d'une année, on en fait un peu partout. Je peux te nommer Montréal, je peux te nommer Laval, même on va aller jusqu'à la rive nord dans certains cas. C'est sûr que si on regarde où on est le plus concentré, où on a le plus grand nombre de parts de marché, ça va être sur la rive sud de Montréal, mais nos courtiers se déplacent un peu Et partout. c'est la grande région de Montréal. Exactement. OK. Exactement. On a Stéphane Ouais. qui pose une question, une très bonne question. Il y a déjà une offre d'achat sur un immeuble. OK? Okay. Et je veux déposer une autre offre quand même avec un courtier immobilier. Est-ce que je peux déposer une offre quand même après, en arrière de l'offre qui est rentrée présentement? Sur le même immeuble, dans le fond. Oui, c'est le même immeuble. Ouais. C'est pas lui qui a la première offre, c'est quelqu'un d'autre. Oui. Est-ce qu'il peut déposer une autre offre en arrière? Bien sûr, absolument. Tout ce qu'on a à faire à ce moment-là, c'est de faire une offre d'achat conditionnelle à ce que la première offre tombe. Le vendeur a le droit de la refuser, bien sûr, et de dire, moi, je veux attendre de réouvrir à toutes les offres d'achat avant d'en accepter une autre si jamais la première tombe. Mais si jamais il l'accepte, l'avantage, c'est que dès que l'autre offre d'achat va tomber, ben c'est En arrière, celle-là qui va avoir la Est-ce qu'il peut y chance avoir, d'obtenir. des courtiers qui refusent de faire des offres en arrière puis ils disent aux gens, ah, attendez, on va voir sa première tombe ou on voit Ben, ça je dirais que dans les bonnes pratiques, dans la pratique, c'est des êtres humains. Donc, chaque personne peut réagir de façon différente. Mais légalement parlant, un courtier immobilier n'a pas le droit de refuser Ouais. d'écrire une offre d'achat. Donc, en tout temps, si jamais vous faites face à un courtier qui vous refuse d'écrire une offre d'achat, vous avez le droit de faire une plainte à l'OASIC contre ce courtier-là parce que c'est pas permis. Donc, un courtier est là pour pouvoir écrire les offres, pour pouvoir démontrer aux vendeurs les intentions des acheteurs et il n'y a pas le droit d'empêcher un acheteur de déposer une offre d'achat. Parfait. On a une question de Kevin Lavoie qui demande, est-ce que tu fais du commercial aussi? Oui, absolument. On touche au commercial aussi. On parle, dans nous, en moyenne, on va faire 500 transactions par année au niveau, toutes catégories confondues. Et 80 de ça va être du résidentiel. 20 va être une partie investisseur, donc environ 10 multilogement investisseur et un autre 10 commercial et quelquefois de l'industriel aussi. Mais commercial, on va en faire. Comme tu sais, j'ai un édifice à Longueuil, sur le boulevard Roland-Terrien. J'ai un local de 1282 pieds carrés à louer. Fait que s'il y en a qui cherchent du commercial ou si dans ton réseau, Francis, tu connais quelqu'un et je peux le louer au bureau aussi. Je peux faire un centre d'affaires avec. Je t'enverrai le détail par courriel. Super, super. On a une autre question que je voulais te poser, Francis. C'est quoi la chose que tu es fier d'avoir accomplie au cours de toutes tes années? C'est sûr que quand on parle du moment, la première chose qui me vient en tête quand tu me parles de ça, c'est clair que c'est la fierté d'avoir créé l'agence. En janvier 2018, il y a eu, ça a été une grande étape pour nous. Beaucoup de gens disaient qu'en quittant une grande bannière, les clients n'allaient pas nous suivre. Les courtiers n'allaient pas nous suivre. Voyons Puis, donc. ça a fait exactement l'effet contraire. On est arrivé avec une nouvelle image, des nouvelles pancartes, une nouvelle bâtisse aussi. On avait un nouveau bureau au même moment. Donc, on était très fiers. On a fait quelque chose d'extraordinairement beau avec une terrasse sur le toit pour nos bureaux et tout ça. Ça a été une grande année pour nous. Puis le transfert en agence immobilière indépendante nous a permis de pouvoir prendre encore plus de force puis d'aller encore plus loin. Fait que ça, c'est quelque chose que je peux dire qui est la première chose qui me vient en tête quand on parle de fierté. C'est un bel accomplissement. Si tu avais quelque chose à recommencer à faire différemment, ça serait quoi? Ben, si je veux toucher au même sujet, c'est arrêter de le faire avant. Souvent, quand on prend le courage de passer à l'action sur certaines choses, on réalise à quel point on aurait dû le faire il y a longtemps. Des fois, on va retenir certaines décisions dans notre vie qui est juste par peur de qu'est-ce qui pourrait se passer. On se fait des scénarios, puis on le sait, on l'entend souvent, 98% des scénarios qu'on se fait dans notre tête n'arriveront jamais. Oui. Puis c'est fou à quel point on se retient de faire des choses dans notre vie. Puis quand on prend notre courage à deux mains pour le faire, c'est là qu'on réalise à quel point on aurait dû le faire avant.
Excellent. Hey, j'ai un livre, moi, que j'ai lu, je sais pas si tu as lu ce livre-là, c'est un livre de Mel Robbins. C'est pas Anthony Robbins, puis c'est pas sa femme, c'est Mel Robbins, et ça s'appelle 5, 4, 3, 2, 1, go. C'est ça le titre du livre. Et c'est super intéressant parce qu'il nous motive, le livre. Quand tu viens pour passer à l'action, des fois, tu dis, oh, chérie, on s'en va-tu prendre une marche? Fait que là, ça me, je sais pas, ça me tente pas. Puis là, on dit 5, 4, 3, 2, go. 2, 1, go, on se lève. On part, on y va. Ça a tellement changé des choses dans ma vie. Le matin, je tapais 1 ou 2 fois sur mon réveil matin. Et là, quand il sonne, c'est 5, 4, 3, 2, 1, go, je me lève, 5 secondes, je suis levé. Et j'incite les gens à lire. Si vous voulez vous aider à passer à l'action, c'est un très, très, très bon livre en passant. J'aime ça. Je vais garder ça en tête. Ouais, est-ce que je peux utiliser ta phrase pour quelque chose en ce moment sur l'immobilier? Vas-y. Moi, je dirais aux gens qui songent à déménager pour cet été ou l'automne, 5, 4, 3, 2, 1, go, allez-y. Oui. Parce que c'est incroyable à quel point en ce moment, il y a des gens qui ne mettent pas à vendre parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont perdre de l'argent sur leur propriété. Ah, c'est incroyable. Puis, tu sais, je pense qu'on partage pas mal la même opinion là-dessus. Il y a tellement d'acheteurs. Moi, je collecte des acheteurs à toutes les semaines de gens qui cherchent des propriétés, qui veulent acheter, qui attendent juste de voir des nouvelles propriétés arriver sur le marché. Puis on le sait, on rencontre aussi des vendeurs qui disent, ben on va attendre l'après-COVID pour mettre à vendre. Mais je vous le dis, c'est maintenant. Maintenant, vous avez la chance d'avoir plein d'acheteurs qui recherchent pour cet été, puis vous pouvez aller chercher la pleine valeur pour votre propriété. Puis d'ailleurs, c'est ce que nous, on a mis en place aussi pour rassurer ces vendeurs-là, parce que le gros problème qu'il y avait, c'est qu'il y en a beaucoup de gens qui disent, je veux vendre, mais je n'ai pas trouvé. Fait que je ne vais pas vendre ma maison puis me retrouver à la rue cet été. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Ben, on a trouvé la solution. On a trouvé la solution, puis on a démarré un programme exclusif qui s'appelle le programme Domino. OK. Puis ce que c'est, dans le fond, c'est très, très simple. On a nommé quelque chose que tout le monde peut appliquer en passant, mais nous, on le fait d'une façon systématique avec nos clients, où on peut inscrire votre propriété, l'afficher à notre liste d'acheteurs, à notre liste d'acheteurs du programme Domino. Ce qui fait en sorte que c'est une liste de propriétés exclusive pour les membres du programme Domino. Et toutes les offres d'achat qu'on va déposer sur ces propriétés-là vont être conditionnelles à ce que le vendeur trouve une prochaine propriété. Fait que de cette façon-là, il ne peut pas se retrouver à la rue. Il ne peut pas se retrouver être pris à avoir vendu sa maison et ne pas avoir trouvé. Par contre, imagine d'être dans la position d'un vendeur que tu sais déjà que tu vas avoir, exemple, 400 000 pour ta propriété. Tu sais déjà les dates potentielles avec ton acheteur potentiel et tu sais que tout ce qui reste à régler, c'est ton achat. Mais dès qu'il y en a une qui sort sur le marché, tu peux faire une offre d'achat ferme parce que ta maison est déjà vendue. Donc, il n'y a pas de risque d'être pris entre les deux. Donc, c'est vraiment la meilleure situation qui peut arriver à un vendeur qui veut trouver une propriété qui a de la difficulté à trouver. Parce qu'une fois qu'il l'a trouvé, ben, il peut faire son offre ferme et il ne perd pas sa maison. Hey, c'est très créatif, ça, comme principe. Et tu rassures les deux parties, l'acheteur et le vendeur aussi en même temps. Bravo. Bravo. Exact. Excellent. Hey, à chaque matin, on a une habitude, Francis, je pose la question qui tue. OK? Est-ce que. Check l'allée. Est-ce que tu peux me révéler quelque chose sur toi ou une anecdote qui t'est arrivée, puis que tes courtiers immobiliers ne savent pas, que le monde de l'immobilier ne savent pas, puis ça serait intéressant à connaître. Puis dans ce temps-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller lire quelques questions dans le côté juste pour te laisser du temps à y réfléchir. Bouge pas. Kevin qui me dit, Justin, peux-tu écrire le titre du livre? Il est super simple. 5, 4, 3, 2, 1, go. Avec Mel Robbins. OK, là, c'est à ton tour, Francis. Écoute, tu m'en poses une bonne. Tu sais, qu'est-ce que je pourrais. Une chose qui me vient en tête, c'est qu'on vit différentes expériences dans la vie. Okay. Quand j'étais jeune, moi, ben, j'ai skippé quelque chose dans ma petite histoire tantôt. C'est les expériences de vente que j'ai vécues. Okay. En fait, moi, j'ai vendu bien des affaires dans ma vie. OK. Quand j'étais jeune, ma première job de vente, c'était du chocolat. Porte à porte, je vendais du chocolat. Okay, et après ça, ben, j'ai vieilli un petit peu, puis on m'a offert un emploi qui était vendeur d'aspirateurs. Oh non! Hey, quelle marque que tu vendais? Écoute, moi, j'étais la compétition à Filter Queen, ça s'appelait Tristar. On vendait ça 3 000 l'aspirateur. C'était quelque chose. C'était quelque chose. La compagnie nous faisait entrer dans les maisons
avec un cadeau offert au client. Il fallait essayer de présenter cet aspirateur-là pour le vendre. Laisse-moi te dire que la vente n'était pas facile à faire. C'était quelque chose. Hey, 3 000 $ pour un aspirateur. Ah ouais. Wow! Ouais, T'es riche avec oui. ça? Non, vraiment pas. Je n'ai pas resté là longtemps. Excellent. Kevin qui dit, je viens d'acheter à Stoneham 5, 4, 3, 2, 1, go, et je vends à Rivière-du-Loup. J'ai une offre d'achat. Attendez pas, foncez, suivez conseil à Francis. Excellent, merci. Good. Amadou qui dit, bonjour à vous, j'ai un grand marabout qui pourra vous aider dans tous les domaines, richesse. OK, non, ça c'est une erreur. Stéphane Grenier, visite sur préapprobation seulement. Est-ce qu'on fonce même si on n'a pas de préapprobation? Si on n'a pas de préapprobation? Ouais, mais Ben, il y a comme 2 volets. Tu as le volet ouais. maison puis tu as le volet multilogement. Ouais. Ça, je dirais que c'est sûr que, tu sais, en termes, quand on parle de maison au niveau résidentiel, c'est la pire erreur que vous pouvez faire de foncer sans préautorisation. C'est bien de savoir combien qu'on peut se permettre, mais ce qui est encore plus important d'une préautorisation, c'est les résultats que vous allez avoir en négociation. Si vous êtes en offre multiple, ben, c'est celui qui est préautorisé qui va gagner dans la majorité des cas. Si vous êtes en offre seul, on va se dire, ben là, c'est pas grave, je suis pas en compétition avec un autre acheteur. Par contre, si jamais vous êtes le seul et que vous démontrez que c'est sûr que votre financement est préapprouvé, c'est beaucoup plus facile de négocier. Puis, par expérience, je peux vous dire que des fois, là, ça peut représenter. Des fois, on dit, ah, je vais sauver quoi, 1 000 2 000 non. Des fois, ça peut être 10, 15, 20 000 que vous allez sauver sur votre achat, juste parce que le client il est vraiment rassuré de la préautorisation. Et ça inclut même la négociation avec les banques. J'en ai un exemple de 15 000 qu'un client a sauvé, qu'une banque, sur une reprise de finances, la banque a choisi l'offre du préautorisé, qui était 15 000 de moins que celui qui n'était pas préapprouvé au financement, avec 15 000 de plus. Donc, vraiment, la préautorisation, elle est essentielle lors des offres d'achat. Ça, c'est une grosse différence. Et dans le cas du multilogement, du commercial, ben, tu ne peux pas te faire préapprouver comme tel. Qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est sûr qu'au niveau du multilogement, on s'entend que c'est beaucoup plus l'immeuble qui va être le cas. Par contre, je conseille quand même fortement de prendre le temps de donner un petit coup de fil à son courtier hypothécaire ou à sa banque pour pouvoir bien regarder les conditions que vous allez devoir respecter pour votre prêt dans le multilogement, parce qu'au moins, vous allez déjà connaître toute la base au niveau du taux d'intérêt, au niveau du comptant nécessaire et toutes ces choses-là. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui est une belle démarche à faire quand même. Excellent. Hey, si vous aimez les entrevues le matin, allez cliquer sur les j'aime IMO Facile, j'aime et j'aime aussi pour l'entrevue d'aujourd'hui. Fait qu'il va y avoir plein de cœurs qui vont t'arriver, Francis. Petite question pour toi, Francis. Si tu avais 3 conseils à donner à des investisseurs immobiliers, t'es venu faire, ton équipe est venue faire plusieurs visites avec le coaching double. On a des journées d'inspection, puis tu as travaillé avec nous autres lors des journées d'inspection pour trouver des immeubles, surtout avec Isabelle. Ça serait quoi les conseils que tu aurais à donner? Puis je me rappelle une maison qu'on avait visitée avec le groupe. La maison ne voulait pas, il n'y a pas personne dans le groupe qui voulait acheter de maison. Finalement, on l'a référé à François, qui est un autre étudiant en coaching. Il l'a acheté puis il a fait 45 000 de profit. Les autres voyaient pas tout le profit avec. Fait que ça serait quoi 3 conseils que tu aurais à donner aux gens qui nous écoutent présentement comme investisseurs? Ben écoute, je peux le résumer en 3 mots pour les expliquer après. Je dirais formation, équipe, action. C'est bien de vouloir faire de l'investissement, mais je pense que c'est important d'avoir les connaissances avant de démarrer. Donc, de se former, je pense que c'est un aspect qui est extrêmement important. Dans ces formations-là, bien sûr, on parle de l'équipe et puis l'équipe devient un outil extrêmement important, que ce soit le courtier, que ce soit le notaire, que ce soit toute l'équipe en entier devient extrêmement importante. Et de ne pas négliger l'équipe sur la vente aussi. Parce que souvent, en tant qu'investisseur, on va souvent vouloir faire équipe avec un courtier pour trouver le meilleur deal. Oui. Puis je te dirais que la partie la plus importante, c'est surtout de faire équipe avec le courtier lors de la vente. Parce que trouver un deal,
le courtier peut aider, ça c'est clair. On peut aussi le trouver en parlant avec différents courtiers, en approchant des agents par le propriétaire. Il y a différentes façons de le trouver. Mais quand vient le temps de vendre une propriété, faire équipe avec un courtier qui va bien gérer le marketing, qui va s'assurer d'amener le maximum de demandes pour une propriété, le profit dépend de ça. Donc, vraiment, ce n'est pas une dépense, une commission, mais bien un investissement, un des meilleurs coéquipiers que vous pouvez avoir pour pouvoir réussir à aller chercher le maximum de profit lors de la vente. Puis c'est ça, puis bien sûr l'action, parce que moi j'ai vu beaucoup de gens, puis ça c'est terrible, puis tu as dû en voir beaucoup toi aussi, qui vont dépenser de l'argent en formation, qui vont dépenser des heures et même des années, puis c'est les meilleurs. Ils savent tout, ils connaissent tout de tout, 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 tout. C'est les meilleurs, c'est des encyclopédies. Mais tu dis, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ta dernière offre d'achat? Ben ça, je ne suis pas rendu là encore. Mais là, à un moment donné, il faut passer à l'action. Puis ça, c'est la partie peut-être la plus importante qui est extrêmement négligée parce qu'on tombe dans une zone de confort tellement le fun de dire, je bâtis mon réseau, je bâtis mes connaissances, j'avance dans cette direction-là. On sent qu'on avance, mais dans le fond, on n'avance pas tant qu'on ne passe pas à l'action. L'action, l'action, l'action. Comme dit souvent Patrick Leroux, il ne faut pas attendre que les lumières vertes dans la ville soient toutes vertes d'un coup pour essayer de se lancer. Aller d'en frapper des jaunes, d'aller d'en frapper des rouges, mais il faut traverser, on n'a pas le choix. Hey, on a une bonne... Ben oui, c'est sûr. On apprend des erreurs aussi. Ah, j'ai fait cette erreur-là. Moi, t'as dit, j'aurais dû mettre ça dans mon offre d'achat parce que X raison. Mais on va le savoir le prochain coup. On a même une bonne question. Est-ce que c'est un avantage pour un courtier d'avoir un deal et d'avoir à lui seul l'acheteur et le vendeur? Est-ce que ça travaille mieux comme ça? Pas nécessairement. Je te dirais que là-dessus, c'est un avantage parce que le courtier peut faire la commission du côté achat et du côté vente. Mais je te dirais que si je n'étais pas courtier immobilier et que je suis un investisseur qui est intéressé à une propriété, ce ne serait pas mon premier réflexe d'aller voir le courtier inscripteur directement. Au contraire, je pense que d'avoir un autre courtier dans la transaction qui est là pour négocier selon nos intérêts, même s'il y a un partage de la commission qui est faite, souvent, ça va résulter à une meilleure négociation parce que le courtier du vendeur est là pour représenter les intérêts du vendeur. Moi, je suis là pour vendre au prix le plus élevé possible pour mon vendeur. Je suis là pour négocier en fonction de ses intérêts. Donc, d'avoir un autre courtier acheteur dans la transaction vient aider grandement. Je pense que sur plusieurs transactions, si on les regarde par la suite, on va se rendre compte que ceux que vous allez avoir fait avec un courtier qui était des deux barres, vos achats vont souvent être mieux négociés avec un courtier qui est là seulement pour représenter vos intérêts. D'ailleurs, quelqu'un qui appelle chez nous pour visiter une de nos propriétés, pour soutenir cette théorie-là que je viens de te dire, on va s'assurer d'avoir un courtier qui va représenter seulement l'acheteur dans la transaction et un qui va représenter seulement le vendeur dans la transaction. Donc, on sépare les deux côtés. C'est très honnête, qu'est-ce que tu as dit là. C'est très, très honnête. Il n'y a pas tous les courtiers qui pensent de même. Ils essayent de tout le temps garder pour eux autres. Wow, bravo, François. C'est sûr que c'est tentant pour un courtier de vouloir faire le double. On ne peut pas dire le contraire. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Là. Donc, c'est tentant. Ça peut permettre des fois que le courtier va vouloir même baisser sa rétribution s'il n'est pas en offre multiple, vu qu'il est des deux côtés. Mais la baisse de commission du courtier, elle ne compensera pas pour la meilleure négociation que vous pourriez avoir avec un courtier qui représente seulement vos intérêts. Excellent. On a une question de Eric. C'est quoi les trucs, je ne suis pas de la région de Montréal, c'est quoi les trucs pour bien choisir un courtier immobilier? Bonne question. Là-dessus, je pense que c'est très, très important de choisir un courtier qui connaît bien l'endroit où vous voulez investir. Puis quand je parle d'endroit, je parle autant du secteur géographique, que c'est vraiment sa spécialité, il est présent dans ce secteur-là, et qui est présent aussi dans le type de propriété qui vous intéresse d'acheter. Et puis ça, c'est des questions des fois qu'on veut connecter avec le courtier, on ne veut pas être méchant, on ne veut pas trop lui poser de questions, mais il ne faut pas se gêner si on veut bâtir une bonne relation avec un courtier, de lui demander ses stats. Pourrais-tu me donner, c'est quoi tes 12 derniers mois de transaction? Qu'est-ce que tu as fait comme vente? C'est quoi ton taux de négociation moyen? C'est des questions qui peuvent se poser. Si on veut vendre avec ce courtier-là, c'est quoi ton délai moyen pour vendre une propriété et à combien tu les négocies en moyenne? C'est toutes des statistiques qui devraient être possibles pour lui de sortir. Dans le fond, nous, avec nos systèmes, on a
un compte-rendu de toutes nos transactions. Donc, c'est quelque chose qui est possible de calculer pour pouvoir le remettre comme information à nos clients. Si on a une propriété à vendre, mais combien d'acheteurs potentiels as-tu dans ce secteur-là qui cherchent présentement des propriétés dans le secteur? Donc, c'est sûr que d'avoir quelqu'un d'actif, d'avoir quelqu'un qui le fait à temps plein et qui connaît bien son secteur depuis plusieurs années, je pense que c'est des atouts qui sont extrêmement importants. Excellent. On a une question de Samir et je ne suis pas sûr qu'il comprend exactement comment fonctionne la pré-approbation. Pour la pré-approbation, est-ce qu'on met un montant de notre capacité de payer ou pas? Si oui, quel montant? Celui de notre capacité ou le prix de vente? On peut dire justement là-dessus, comme tu dis que la pré-approbation, elle fait pour toi ça. Donc, en fait, elle va calculer les ratios d'endettement pour pouvoir savoir exactement quel est le montant maximum qu'on peut se permettre. Donc, c'est là que ça devient vraiment intéressant de pouvoir faire une demande avec soit un démarcheur hypothécaire, avec une banque ou avec un courtier hypothécaire pour déterminer non seulement combien on peut se permettre, mais quel est le meilleur taux d'intérêt qu'on peut obtenir. Puis, le pire moment pour faire cette démarche-là, c'est au moment où il y a une offre d'achat acceptée. Parce que non seulement, tantôt, on parlait des avantages de négociation d'une préautorisation, on peut mieux négocier notre achat parce qu'on est préapprouvé, mais c'est plus le temps de négocier son prêt quand on a une offre d'achat sur la table, parce qu'on a souvent 10 jours, des fois sur le multilogement, on a 30 jours pour sortir son financement. Tu ne peux pas aller d'une banque à l'autre et te promener, là, c'est impossible. Il est trop tard. On veut juste être approuvé. C'est juste ça qu'on veut. On veut juste avoir une approbation. Tandis que maintenant, en pré-approbation, on peut aller voir ce que les autres ont à offrir. On peut négocier, on peut s'assurer d'avoir les meilleurs termes possibles pour réussir à arriver au meilleur résultat possible. Fait que Samir, c'est la banque qui donne la pré-approbation et c'est pas toi qui dois la sortir, c'est eux autres qui le calculent. Ils te donnent une lettre officielle que tu pars avec ça, avec ton courtier immobilier. Francis, une question pour toi. C'est quoi l'erreur que tu vois la plus souvent commise par les investisseurs immobiliers quand tu travailles avec eux autres? Je te dirais que l'erreur la plus fréquente, c'est que en tant qu'investisseur, on veut un bon deal, OK? On veut faire un profit à l'achat et ça, c'est tout à fait comprenable. Mais l'erreur la plus fréquente, c'est d'être tellement gourmand sur le profit qu'on veut faire à l'achat, d'être tellement gourmand dans l'offre d'achat qu'on veut faire que finalement, on se rend compte après 1 an, 2 ans, qu'on a beau avoir fait bien les offres, mais il n'y a rien qui a passé. Parce que justement, c'est un petit peu comme l'exemple que tu parlais tantôt, il y avait une grande. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là pour le regarder, puis peut-être que la plupart auraient peut-être payé un 50 000 de moins, par exemple, pour cette propriété-là. Mais la personne qui est passée à l'action, qui a dit, OK, c'est peut-être pas exactement le profit idéal sur papier que je peux aller chercher. Il est passé à l'action pareil, puis je pense qu'il a fait un 40 quelques mille de profit. Oui, exact. Donc, c'est ça. Je pense que là-dessus, c'est l'erreur la plus fréquente que je peux voir. C'est des gens qui sont tellement gourmands dans le profit qu'ils veulent faire. Puis, je me rends compte que ceux qui réussissent le mieux vont souvent payer très proche ou la valeur marchande, mais ils vont comprendre qu'avec le temps, l'immobilier, il y a moyen de faire de l'optimisation pour augmenter la valeur, puis il y a aussi juste le temps qui fait que les valeurs augmentent, l'hypothèque se paye. Donc là-dessus, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Puis même que je peux rajouter à ça aussi que souvent, on va avoir un objectif souvent qui va être très, très court terme en profit dans l'immobilier, quand le meilleur objectif qu'on peut avoir, c'est sur le long terme. Les gens qui font le plus d'argent en investissement immobilier, c'est ceux qui pensent à long terme, qui pensent à bâtir un portfolio immobilier, qui pensent à bâtir justement plusieurs actifs. On a Christian Guillemette qui est avec nous autres à chaque matin. Christian demande, est-ce que tu as un clone à Québec? J'ai des très bons contacts à Québec. D'ailleurs, on parle de croissance, mais c'est quelque chose qui va venir dans les prochaines années. Groupe Lavoie va pouvoir s'étendre dans différentes régions du Québec. Mais en attendant qu'on y arrive, oui, tu peux me contacter directement et je vais pouvoir te référer au moins 2, peut-être 3 bonnes personnes, dépendant de la région de Québec. En passant, quand tu vas venir pour t'implanter là-bas, moi, j'ai des locaux à louer à Québec. Merveilleux, on va parler de ça. Donne-moi donc l'adresse courriel pour te contacter. Le info, commercial, groupelavoie.com. Groupe LAVOIE.com. C'est que je mets ça dedans. On va marquer le numéro de téléphone aussi en même temps. Ça serait 450-635-0004.
0004. Wow, t'as dû payer pour ce numéro de téléphone-là? Ça a été tough, ça a été tough. Et puis, c'est sûr que quiconque qui nous recherche, ben, vous pouvez juste googler Groupe La Voix. Si vous allez sur Google, Groupe La Voix, vous pouvez aussi m'ajouter sur Facebook, autant mon profil personnel, Francis Lavoie, que la page Groupe La Voix que vous pouvez suivre. Toutes les informations de contact sont là, puis je suis rejoignable aussi sur Messenger là, de Facebook avec plaisir. Excellent. Fait que juste avant qu'on termine, il y a encore 7-8 questions à répondre. Je veux juste faire un rappel. Demain, 8 heures, c'est le samedi des présidents. On parle avec Martin Lavoie. On va voir comment il est parti de son 8 à 5 à l'entrepreneuriat. Dimanche, naturopathe avec Frédéric Raymond. On va parler de la crise et le poids. Est-ce qu'il y en a qui ont pris du poids dans le temps de la crise? Je pense que je n'ai pris, moi. J'ose plus me peser. Et lundi, 3 clauses les plus importantes en partenariat que vous devez mettre dans vos contrats de partenariat, vos contrats d'actionnaire avec Maître Audet. N'oubliez pas, réservez votre livre, La liberté financière, une porte à la fois. J'ai des copies limitées. J'ai aucune espèce d'idée quand on va être capable de réimprimer. Le 14 mai, on commence à faire les envois. On prépare toutes les commandes pour le 14 mai, envoyer ça. On a des questions qui sont rentrées. Stéphane qui demande si on achète avec une SPA, est-ce qu'on peut se faire approuver quand même? Avec une SPA, qu'est-ce que ça veut dire? Une société par action, une compagnie. Ah, bien sûr. Fait qu'il n'y a pas de différence. Excellent. Oui. Jason, lors de la signature d'un contrat de courtage pour la mise en vente d'un condo, est-il possible d'exclure un potentiel acheteur du contrat? Absolument, absolument. C'est possible de dire que cet achat est complètement exclu. Par contre, ce que je vous conseillerais, ce serait de quand même négocier un montant de commission avec le courtier. Parce que de cette façon-là, même si cet acheteur-là est exclu du pourcentage X que vous allez avoir négocié avec lui, il peut quand même s'occuper de faire toute la documentation, de s'assurer que tout va être bien complet. Donc, de négocier quand même un montant, ça peut être un montant fixe, pour pouvoir remplir toute la documentation puis bien gérer le dossier de A à Z avec ce client-là, même s'il est exclu du contrat. Bonne idée, bonne idée. Marc-André Maltais qui demande quelle qualité recherches-tu chez un investisseur immobilier qui t'approche pour travailler avec toi? Quelle question lui poses-tu? Quel est ton plan d'action? C'est sûr qu'au niveau des investisseurs, acheteurs, on s'entend qu'il y en a énormément sur le marché présentement. Donc, les courtiers immobiliers, des fois, peuvent peut-être sentir une certaine réticence des courtiers. Je pense que là-dessus, l'important, c'est d'être le plus honnête possible avec eux. Quand on a un investisseur qu'on va parler avec lui au téléphone, puis qu'on va lui demander c'est combien la mise de fonds que tu as disponible, puis qu'il me dit je détiens tous les fonds nécessaires pour acheter une propriété, c'est confidentiel, déjà en partant, on commence à enlever des points à cet investisseur-là. On veut savoir c'est combien que tu as dans ton compte de banque, dis-nous la vérité. C'est quoi les objectifs réels? Puis en étant franc jeu, en se disant les vraies affaires, c'est là qu'on peut vraiment s'aider. C'est là qu'on peut vraiment faire une vraie équipe ensemble puis donner des bons conseils. C'est là où justement on peut vraiment bien avancer. Bien sûr, ce qu'on recherche, c'est des gens qui vont être réalistes parce qu'on est dans un marché qui est extrêmement compétitif présentement. Ouais. Quand il y a un bon deal, il y a 15 offres d'achat dessus, même en temps de COVID. C'est énorme en ce moment comment que le marché bouge. Même si les transactions ont baissé, le nombre d'inscriptions, l'inventaire a baissé encore plus. Donc, contrairement à ce qu'on vit normalement, quand un nombre de transactions baisse, on a plus d'inventaire, donc les acheteurs ont le gros bout du bâton. Ce n'est pas le cas du tout présentement. C'est toujours les vendeurs qui ont le gros bout du bâton parce qu'il y a moins d'inventaire. Donc, il faut être réaliste, il faut être prêt à payer la vraie valeur marchande si on va être capable d'avancer dans le marché actuel. Exactement. On a Kevin qui me dit une question pour Ghislain. Est-ce que le contenu des secrets de l'immobilier, on le voit dans le coaching double? Fait que les secrets de l'immobilier, c'est une formation virtuelle. Vous avez une vidéo par semaine qui vous est envoyée et vous avez du support via Facebook, du support via live par les coachs. Le coaching double, c'est une formation qui est en classe et on a parlé tantôt avec Francis. On va visiter des maisons, on va aller faire de l'inspection de maisons, puis à la fin de la journée, on fait des offres live avec les courtiers. On a aussi, le coaching double a beaucoup plus de formation, d'heures de formation
Et on a un groupe qui part mercredi. Fait que je dirais que dans les secrets, c'est des techniques rapides. Fait qu'on va vous montrer 4 techniques de recherche, 4 techniques de financement créatif. Dans le coaching double, je pense qu'on a 47 techniques de financement, 77 techniques de recherche. Fait que c'est beaucoup plus élaboré. C'est beaucoup plus d'informations dans le coaching double que dans le secret. Est-ce que le contenu des secrets se répète? C'est sûr que si je parle de la balance de vente dans le secret, je vais en répéter une partie dans le coaching double, mais tu vas voir beaucoup plus de choses dans le coaching double. Fait que j'espère que ça répond à ta question, Christian. On a Christian Guillemec qui dit « Locaux sur Seigneurial, c'est mon local à louer à Beauport. » Merci, Christian, de me rappeler. Jonathan qui dit « Hey, s'il nous fait une promo sur ses taux de commission, je pense que je mets ma maison tout de suite en vente avec lui cette semaine. » Yeah, c'est bon, ça. Je vais faire un deal spécial IMO facile. Je vais faire un deal spécial IMO facile. Peu importe, pour tous les auditeurs, peu importe qui m'appelle dans les 7 prochains jours pour mettre sa maison sur le marché, peu importe le taux de commission qui va être entendu, parce qu'on s'entend que dépendant du plan de mise en marché de la propriété, il y a quand même un 500 de rabais IMO facile que je vais donner à tout client qui m'appelle dans les 7 prochains jours. Ça, c'est du vrai live, Francis. On n'avait pas parlé, c'est bon. Non? Excellent. Les dépenses Moïse qui demande les dépenses d'entretien dans les listings ont tendance à être moindres comparativement à celles qu'il y a par les banques. Est-ce que vous tenez compte de cette différence dans la négociation du prix de vente? Fait que souvent, qu'est-ce qu'on voit, c'est que il y a il va y avoir un immeuble à revenu, ils vont à peu près marquer l'électricité, les taxes scolaires, les taxes municipales, puis c'est tout. Ils mettent pas toutes les autres dépenses. Y a-t-il une raison pourquoi que c'est fait comme ça dans plusieurs courtages? Je dirais que c'est pas une bonne pratique. Des fois, ça peut être aussi des fois, ça peut être aussi simple que la paresse. Ou des fois, ça peut être parce que, bon, si c'est une nouvelle inscription, peut-être que le courtier voulait s'assurer de la mettre sur le marché le plus rapidement possible et qu'il n'y avait pas encore toutes les informations nécessaires, puis qu'il va finir par les compléter par la suite. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ne faut pas gêner de les demander. Je pense que ça, c'est justement, il n'y a pas de raison valable de ne pas les mettre. Là. Ça, c'est pas une bonne pratique, ça, c'est clair. Excellent. On a Marc Gaulin, mais d'après moi, tu ne seras pas capable de répondre à la question parce que moi non plus, je ne suis pas capable. Selon le taux, selon vous, quel prix on peut négocier en bas du prix demandé pour un immeuble qui est en vente depuis plus d'1 an avec courtier, voilà un syndic de faillite. Ça va être top. C'est sûr que là-dessus, tu sais, je peux quand même répondre. On s'entend que si on regarde le pourcentage de négociation moyen, OK? Ouais. C'est la pire chose qu'on peut faire. Parce que en moyenne, on peut dire que bon, ça se négocie de 5 par exemple. Par contre, est-ce qu'on veut vraiment négocier de 5 un immeuble qui est déjà 20 000 en dessous de la valeur marchande? Non, on veut juste l'acheter le plus vite possible au prix demandé ou même au-dessus du prix demandé pour être sûr de l'obtenir. De l'autre côté, une propriété que ça fait 1 an qui est sur le marché, dans un marché extraordinaire comme qu'est-ce qu'on vient de vivre, c'est sûr qu'il y a un indice. Je pense que c'est ça qu'il disait. Je pense qu'il disait plus d'1 an sur le marché. Ouais, plus d'1 an. On peut dire automatiquement qu'il y a un problème. Soit que c'est le prix, ou c'est la propriété, le produit, ou encore la mise en marché. Mais on s'entend que même sans une grande mise en marché, si une propriété est à très, très bon prix sur le marché, sur Centris, normalement, il devrait avoir eu des offres d'achat qui soient rentrées. Donc, à ce moment-là, quel est le problème? Est-ce que le prix est trop élevé? À ce moment-là, on ne parlera pas d'un pourcentage de négociation moyen parce qu'il faut peut-être négocier bien au-dessus de la moyenne du marché, cette propriété-là. Je pense qu'il faut faire très, très attention avec les moyennes. Au même titre que des fois, on va se dire, combien de fois l'évaluation municipale est-ce qu'une propriété va valoir dans un marché? Il faut faire extrêmement attention à ça. Tu sais, des fois, ça va être pile sur la valeur, puis des fois, vous allez être 50 000 en dessous, des fois, vous allez être 50 000 au-dessus avec ce calcul-là. Donc, ce n'est pas la bonne façon de calculer une valeur. La vraie façon, c'est de regarder les derniers comparables vendus. Quand on regarde ce qui s'est vendu dernièrement dans le marché, on n'aura pas besoin de se baser sur un pourcentage de négociation. On va se baser sur combien ça vaut cette maison-là sur le marché. Combien les derniers acheteurs ont été prêts à payer pour une propriété semblable. Et ça, on peut le faire avec un courtier immobilier. Puis on est capable de démontrer la vraie valeur marchande de la propriété. Puis c'est ça qu'on veut payer pour. Donc, on n'aura pas besoin de quelqu'un pourcentage moins de négociation.
C'est une bonne réponse, ça, Francis. Excellente réponse. On termine. Il nous reste 2 minutes. Si vous avez aimé l'entrevue d'aujourd'hui, envoyez donc des petits cœurs à Francis pour le remercier d'avoir été avec nous un matin. Francis, dernière question pour toi. Aurais-tu un conseil pour les investisseurs immobiliers en terminant que tu pourrais leur dire aujourd'hui? Bien, je peux te dire qu'en temps de COVID, avec la crise qu'on vit actuellement, il va y avoir plein de belles opportunités. Donc, c'est sûr, passer à l'action, mais passer à l'action avec une grande prudence. On ne va pas acheter les yeux fermés. Il faut être prudent avec ce qui s'en vient. Donc, passer à l'action, mais justement, faites bien vos calculs. Assurez-vous de payer la vraie valeur marchande. On n'est pas dans un marché où on peut se dire, ben, j'ai payé 50 000 trop cher, mais c'est pas grave, ça va monter dans 6 mois. Donc, achetez, passez à l'action, profitez des belles occasions qui s'en viennent et faites-le avec prudence. Un gros merci, Francis. C'était super plaisant de t'avoir avec moi aujourd'hui. Manquez pas les. Merci à toi. Ah ben merci. Ça me fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas jasé en plus. Ben ouais, c'est le fun. On fait ça live, on était quasiment tout seul. Exact. Il y avait quelques personnes avec nous autres dans notre salon. Là. C'est ça. Excellent. Ben, merci à vous tous. Merci d'être là chaque matin. Merci, Francis. À vous autres, on se voit demain matin, 8 h. Bye. Bye bye. Reste en ligne, Francis. Parfait.